Dragilor, bine ați revenit la Mandachi Educast pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi. Mă aflu în Paris, peste deal de Palatul Versailles, într-un apartament fabulos, extraordinar, în casa unui profesor emerit cu 3 doctorate, cel mai important în sociologie. I-am citit cărțile care au apărut la editura Filobia, în colecția Psihogenealogia, Istoria ca moștenire, roman familial și traiectorie socială, Nevroza de clasă, traiectorie socială și conflicte de identitate și încă o carte extraordinară, Rușinea, pe care am lăsat-o în România. Bună ziua, domnule Vincent Dugalojac. Bonjour et bienvenue ici, au Vésinet et en France. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne găzduiți la dumneavoastră acasă, aveți un apartament extraordinar. Vă salutăm încă o dată și pe dumneavoastră și pe soția dumneavoastră. Eh bien, merci pour ces salutations. Je suis très heureux de vous recevoir ici. Et je suis très heureux d'avoir l'occasion de dialoguer avec vous et grâce à vous, avec tous les spectateurs ou les auditeurs roumains que je suis heureux de rencontrer à travers votre personne. O să începem cu cartea Istoria ca moștenire. Eu am terminat și facultatea de istorie, am fost foarte pasionat de istorie, chiar am făcut un calcul. În gimnaziu plus liceu am cam 1000 de ore de istorie și mă gândeam ce înseamnă, citindu-vă cartea extraordinară, mă întrebam ce înseamnă istoria noastră personală. Și prima întrebare ar fi următoarea. De ce vrem să avem o istorie personală extraordinară, dacă s-ar putea? De unde provine această dorință de nestăvilit să scriem istorie? Și o să vă dau un exemplu. Am realizat un amplu program de mentorat pentru antreprenori și acolo sloganul nostru era următorul: să scriem istorie. Ce înseamnă istoria noastră personală? C'est une bonne question. Hein? On peut penser que, en fait, ça répond à une question, c'est sur le sens de la vie. Pourquoi j'existe? Et il y a une belle phrase de Sartre, Jean-Paul Sartre, un philosophe français, qui dit l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Et faire quelque chose de son histoire. Et c'est le double sens que j'essaye de développer dans ce livre, qui est à la fois de raconter l'histoire telle qu'elle est, c'est-à-dire on est le produit d'une histoire, l'histoire de ses parents, l'histoire de ses grands-parents, l'histoire de son pays, l'histoire de sa famille. Donc l'histoire nous fait exister. Et en même temps, qu'est-ce que moi, comme sujet, comme personne, je fais de cette histoire? C'est-à-dire que un des défis de l'existence, c'est essayer d'exister, de donner du sens à sa vie, d'essayer de comprendre d'où on vient pour comprendre où on va. C'est un terme un peu de science sociale, c'est ce que j'appelle l'historicité. Et pourquoi c'est important l'historicité? Parce que de mieux comprendre d'où je viens me permet de mieux comprendre les contradictions et les conflits du présent, et donc de mieux pouvoir me projeter dans un avenir qui ne soit pas simple reproduction du passé. Et ce qui est vrai pour les individus, pour les personnes, c'est vrai aussi pour les collectifs, pour les institutions, mais aussi pour les pays. On sait bien les enjeux politiques aujourd'hui, hein, des fractures qui peuvent exister, des tensions qui peuvent exister. Et souvent, quand il y a des conflits et des tensions, ils ont quelque chose à voir avec la répétition d'une histoire passée, et en particulier la question des traumatismes qu'on a pu vivre. En Roumanie, vous avez vécu des traumatismes avec la dictature et puis avec la guerre. En France, on a connu des traumatismes avec la guerre des années 40, mais aussi avec la colonisation, mais aussi avec des oppositions fortes. Et dans les familles, comme dans les pays, il y a cette capacité à mieux comprendre
les conflits du passé sont importants pour essayer de mieux vivre de façon apaisée les conflits du présent et essayer de ne pas les répéter indéfiniment dans des oppositions qui ne servent à rien, qui ne font que renforcer nos conflits, mais au contraire, essayer de, je dis ça dans mon jargon à moi, dénouer les nœuds socio-psychiques. C'est-à-dire essayer par rapport à son histoire de mieux comprendre les conflits pour essayer de ne pas les reproduire dans le présent et dans le futur. Am discutat cu un prieten și mi-a spus: domnule, din momentul în care am început să sap foarte mult în trecut, mi-am pierdut liniștea. Poate că este mai bine să nu știm sau excludeți această variantă? Alors, on voit bien quand on dit que c'est mieux de ne pas savoir, c'est un mécanisme de défense parce que, par exemple, on a honte de conflits qui ont pu exister, parce que quand on travaille sur l'histoire familiale, on est confronté à des secrets de famille, des choses qui font des tensions, des violences intrafamiliales, qu'elles soient des violences sexuelles, des violences physiques, des séparations, des ruptures. Et on se dit, il vaut mieux tourner la page. Et tourner la page pour passer à autre chose et pour se projeter dans l'avenir et de surtout pas s'occuper du passé. Et c'est là une des hypothèses que je développe dans ce livre, c'est que de toute façon, quoi qu'on fasse, l'histoire est agissante en soi. C'est l'idée qu'on est le produit de cette histoire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on veuille s'en débarrasser ou qu'au contraire on en soit fier. Et souvent le silence, c'est ce que les psychanalystes appellent un mécanisme de défense qui est le déni, le secret. Comme ça m'embarrasse, comme il y a de la honte, il y a de l'inceste, de la violence, des choses dont on n'est pas trop fier, on préfère les laisser de côté et se dire je vais m'en débarrasser et je vais passer à autre chose. Eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'histoire est agissante en soi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc pour ne pas répéter les conflits qu'on a pu vivre dans cette histoire, il vaut mieux les mentaliser, les élaborer, les mettre au travail. C'est ce que j'appelle la clinique de l'historicité, c'est-à-dire de mieux comprendre les conflits du passé est un moyen de ne pas répéter indéfiniment ces conflits-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une partie qui est inconsciente. C'est-à-dire, je ne sais pas, tant que je n'ai pas fait ce travail que je propose dans l'histoire en héritage, de quel héritage je suis le produit. Donc l'idée, si vous voulez, de cette approche que je propose avec d'autres, dans la psychogénéalogie, dans la psychanalyse, dans la psychothérapie, il y a des tas de variantes pour faire ce travail-là, qui peut être aussi simplement de l'écrire, ou de demander le témoignage de ses parents, de ses grands-parents avant qu'ils partent, pour essayer de mieux comprendre, eux, les conflits qu'ils ont vécus dans le contexte qui était le leur, et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et ça donne un espèce de mode d'emploi existentiel. C'est-à-dire, ça donne des pistes intéressantes pour mieux comprendre d'où je viens, qui permettent de mieux comprendre où je vais. Fiind foarte pasionat de istoria românilor, dar și de istorie universală, am făcut o amplă analiză și am constatat că de-a lungul vremii, noi, românii, am dezvoltat câteva traume colective. Trauma vasalității, trauma trădării, trauma corupției și trauma abuzului de putere. Care este importanța acestei analize la nivel de nație, la nivel de națiune? Pentru că noi, uneori, cel puțin din punctul meu de vedere, am dezvoltat un complex de inferioritate. Dumneavoastră sunteți francez. De cele mai multe ori ați pornit la atac sau, mă rog, ați fost pe o poziție de superioritate. Noi însă, prin prisma poziției geografice, geopolitice, am fost mereu amenințați. Ba de Imperiul Otoman, ba de Imperiul Habsburgic, ba de către ruși. Câteodată mă mir cum am reușit să supraviețuim. Și fiind călcați în picioare de secole, avem câteodată sentimentul
că suntem inferiori altora. Noi am vrut să fim primiți în Uniunea Europeană. Nu am aderat, așa cum se spune. Am vrut să fim acceptați acolo. Ce înseamnă la nivel de societate această poziție de inferioritate și cum se tratează, cum se rezolvă? On peut la résoudre en essayant d'écrire une histoire nouvelle, dans laquelle on puisse construire ensemble, vous les Roumains, nous les Français, avec les Allemands, les Polonais et d'autres, une histoire commune où on ne répète pas ces rapports de domination qui ont existé dans l'histoire. C'est bien pour ça que, pour moi, ce travail de l'historicité dont je parle, c'est aussi un travail pour la démocratie, c'est un travail pour la liberté, c'est un travail pour l'égalité, c'est un travail pour sortir de ces rapports de domination qui se répètent de siècle en siècle. Et effectivement, notre histoire est marquée par des guerres, notre histoire est marquée par des occupations, notre histoire est marquée par des emprises d'empires sur des nations, sur des peuples, sur des ethnies, mais aussi dans d'autres cultures par l'esclavage, mais aussi par les inégalités hommes-femmes, mais aussi par la supériorité des Blancs sur ceux qui sont noirs, qui sont jaunes, qui ont d'autres couleurs de peau, etc. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Et pour moi, si on veut recoudre du lien, si on veut retisser une humanité bienveillante, il faut effectivement, ça demande un travail, un double travail, de mieux comprendre justement les conflits du passé, ces rapports de domination et pourquoi ils se sont reproduits, pour justement ne pas les reproduire. Ce que vous dites me touche beaucoup au moment où la Russie, qui avait, comment dire, fait une rupture par rapport à la Russie impériale, puis l'URSS, la Russie communiste, et qui était un rapport de domination, mais je pourrais parler aussi de l'Occident, avec la domination de l'Empire austro-hongrois en Europe, avec ce qui s'est passé pendant la guerre par rapport à cet épisode de l'Allemagne nazie qui a essayé de conquérir l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a eu des répétitions permanentes de volonté de domination, de volonté d'emprise sur les autres et de volonté d'imposer un pouvoir suprême, que ce soit le pouvoir communiste, le pouvoir tsariste, le pouvoir de Napoléon, le pouvoir des Américains et de l'OTAN pour une partie. Bon. Donc, si on ne veut pas indéfiniment répéter ça, il vaut mieux comprendre, plutôt que de faire comme si cette histoire n'avait pas existé, ou plutôt comme de mettre de côté la mémoire, il vaut mieux essayer de faire un travail pour comprendre comment elle nous a marqués les uns et les autres, pour produire justement, par exemple, ce sentiment d'infériorité dont vous parlez, de honte, et de sentiment que si on a été dominé, c'est parce qu'on est nul, c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur, c'est parce qu'on n'a pas les capacités pour... et ces conflits identitaires qui expliqueraient par la domination, par le fait qu'il y en a qui sont supérieurs et il y en a qui sont inférieurs. Ça a été la folie du nazisme, cette race aryenne qui était légitime pour dominer le monde. Ou c'est la folie du colonialisme, de penser que parce qu'on est blanc, eh bien, on serait supérieur aux Noirs et on pourrait les mettre soit en esclavage, soit reproduire la domination. C'est aussi la folie du genre, c'est-à-dire que les hommes, parce qu'ils sont les plus forts, auraient une supériorité sur les femmes, etc. Donc si on veut sortir de cette répétition de la violence, de cette répétition de la domination, de cette répétition de cette volonté de pouvoir sur l'autre, parce qu'on serait supérieur et on serait légitime à le faire, il faut faire un travail de mémoire et montrer que toutes ces valeurs-là ont conduit à des catastrophes, ont conduit à des guerres, ont conduit au traumatisme dont vous parlez. On est tous polytraumatisés par l'histoire. Donc comment faire pour se dégager de ces mécanismes de répétition? Comment faire? C'est ce que... Il y a eu une tentative après la dernière guerre, dans les années 45, 46, etc., pour essayer au moins en Europe, pour construire un monde fondé sur le droit,
le respect des droits de l'homme, la démocratie et la paix. Il y avait cette idée, plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que la violence et la domination, elles produisent de la douleur, elles produisent du traumatisme. Et donc, toute cette question, c'est que pour se dégager de ces traumatismes, il est important de faire ce travail de mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était avant le traumatisme, qui a conduit au traumatisme, pour pouvoir sortir de la violence qui représente ce traumatisme, qui vous sidère, qui vous empêche de penser, qui vous met dans une situation d'impuissance ou d'intériorisation du sentiment qu'on ne peut pas faire autrement, etc. Et susciter une dynamique à la fois personnelle pour chacun d'entre nous et collective pour construire un autre monde, pour retisser du lien là où il a été brisé, pour essayer de se réconcilier avec ceux avec qui, à un moment donné, on a été en opposition, parce que justement, il y avait de la volonté de domination, de volonté d'emprise, volonté même d'élimination de l'autre. Alors, l'histoire de la Roumanie et l'histoire de la France sont très différentes. C'est vrai que la France, on est fier d'être le pays dit des Lumières, de la philosophie, des droits de l'homme, du citoyen, etc. On n'a jamais été tout seul à faire ça. Mais quelque part, il y avait dans l'imaginaire français que depuis la Révolution française, et grâce à Napoléon et grâce à d'autres après, il y avait cette idée d'essayer de construire des valeurs qui soient des valeurs universelles. C'était en même temps une bonne idée et en même temps c'est insupportable parce que ça donne un espèce de complexe de supériorité qui est contradictoire avec ces mêmes valeurs, égalité, liberté, fraternité. Hein. Donc, mais tous les pays sont dans des contradictions comme ça. En Roumanie, vous avez connu l'URSS, puis vous avez connu la dictature, etc. Donc vous avez, dans votre question, une histoire qui est marquée par des occupations successives, etc. Moi, c'est pour ça que je suis heureux de vous rencontrer et qu'on puisse parler de ça ensemble. C'est-à-dire non pas par rapport à la supériorité des Français par rapport aux Roumains, mais dans une co-construction où ensemble de réfléchir sur nos histoires respectives et qu'est-ce qu'a produit ces traumatismes dont vous parlez et comment on peut les dépasser et faire autrement. Un mot sur le traumatisme. Le traumatisme, c'est tellement violent que ça brise cette dynamique d'historicité que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire un traumatisme, ça vient l'événement à travers lequel on va voir toute sa vie parce qu'il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il y a le trauma qui nous a mis dans une violence extrême qu'on ne sait pas quoi en faire. On a subi cette violence et c'est comme une explosion. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le terrorisme. Le terrorisme, ça fait tout exploser, puis c'est la terreur, c'est l'effroi. On n'arrive plus pour se reconstituer parce que toute sa vie a été complètement fracturée par cet événement traumatique. Et ce qui est vrai pour les pays, c'est vrai pour les familles et c'est vrai pour les personnes. Alors évidemment, une personne, on peut travailler avec elle, échanger, mentaliser, faire de la thérapie, faire ce travail d'accompagnement qui redonne de la sécurité, de la confiance en soi, de l'estime en soi. Avec une famille, c'est déjà plus difficile parce que certains le font et d'autres ne le font pas. Et avec un pays, c'est encore plus difficile parce que c'est utilisé par des forces politiques. Et vous remarquerez que le débat politique, il est souvent complètement déterminé par la position qu'ont les uns et les autres par rapport à l'histoire. Par exemple, il y en a qui justifient, en Roumanie, ce que j'ai entendu, il y en a qui sont pro-russes et d'autres anti. C'est comme si, et on peut penser que ça renvoie à des débats qui traversent la société par rapport justement à l'occupant, par rapport au dominant, par rapport à comment on peut sortir de ça, etc. Mais c'est plus facile à traiter parce que dans le livre, je m'intéresse plus à l'histoire individuelle dans sa relation à l'histoire familiale. Mais dans des familles, quand il y a eu des violences intrafamiliales, quand il y a eu de l'inceste, et ça c'est un vrai problème, parce que quand il y a eu un inceste, on a tellement honte, et c'est tellement sidérant, et c'est tellement traumatisant qu'on préfère ne pas en parler. Mais ne pas en parler, ça veut dire que ça continue son action inconsciente. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé.
Et c'est ce que montre en particulier la psychanalyse, ou le travail que je fais sur l'historicité, c'est-à-dire que ces événements-là vont être agissants en soi à son insu, malgré soi, donc inconsciemment. Et inconsciemment, mais consciemment, on sait qu'il y a une petite musique parce qu'on sait qu'on est habité par une mémoire, habité par justement l'histoire de ses parents, l'histoire de ses grands-parents, et ce qu'ils nous ont transmis de cette histoire. Et ce qui est terrible dans le secret, c'est que les parents veulent garder ça secret parce que ça a été violent pour eux, pour protéger leurs enfants, mais au lieu de les protéger, parce que l'enfant, en fait, hérite des contradictions non résolues par les parents. C'est une des hypothèses que je développe dans le livre. C'est-à-dire ces conflits qu'on a vécus soi-même, les parents, les grands-parents, et dont on n'a pas parlé parce qu'on voulait protéger les enfants, ben, non seulement les enfants c'est comme si on enlevait la capacité pour les enfants de mettre des mots dessus, puisqu'on n'a pas soi-même mis des mots pour leur transmettre ces fracas, leur transmettre ces traumatismes. Parce que ce qui intéresse l'enfant, c'est qu'est-ce que les parents ont fait par rapport à ça, à leur génération, par rapport à l'histoire collective, par rapport à l'histoire familiale et leur histoire personnelle. Comment ils sont débrouillés par rapport à cette violence-là, par rapport à ces violences intrafamiliales et la honte que ça a généré. Et ils continuent à être habités par la honte, ce qui est l'expression de ce secret et des mots qui n'ont pas été dits sur ce qui est facteur de honte, sur les causes de la honte, que ce soit une honte sexuelle, une honte sociale, une honte liée à des violences, une honte liée à ce sentiment justement d'infériorité par exemple. L'infériorité, elle se transmet parce que l'enfant voit bien que ses parents vont pas bien et que ses parents sont habités par ce sentiment d'infériorité. Et si on lui explique pas les contradictions dans lesquelles on a été par rapport à ça, eh ben, l'enfant, il va reproduire, être habité par ce symptôme, habité par cette histoire, mais sans avoir les mots qui lui permettent de comprendre cette histoire. Et c'est ça que moi je défends dans ce livre, c'est qu'il faut qu'on se donne des outils de compréhension par quelle histoire je suis habité, consciemment et inconsciemment. Quelle histoire m'a été transmise par mes parents et par mes grands-parents et comment ils ont vécu, eux, la violence, la guerre, la domination, l'occupation, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et moins ils parlent, plus il y a du secret, et moins ils donnent à leurs enfants les moyens de comprendre ce qui leur est arrivé à eux au moment de leur génération, pour que l'enfant puisse comprendre, lui, ce qui lui arrive à lui par rapport au contexte social, familial dans lequel il est. C'est cette complexité-là, cette mémoire-là, ce travail de l'histoire. Les historiens essayent de faire ça au niveau d'un pays, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et c'est pour ça que c'est important de respecter cette science. Parce que cette science, elle dit, voilà ce qui s'est passé, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Voilà les faits. Voilà ce qu'on peut reconstituer à partir des documents, etc. Au niveau familial, il y a souvent un membre de la vie familiale qui, par exemple, est intéressé de l'héritage généalogique, d'essayer de comprendre qui étaient les parents, puis les grands-parents, puis les arrière-grands-parents. Et d'ailleurs, quand on monte dans l'histoire, ça devient de plus en plus compliqué parce que des parents, on en a deux. Parfois, les familles recomposées, on peut avoir un deuxième, troisième, enfin plusieurs autorités parentales. Et puis quand on remonte, là, c'est un arbre qui devient... Et en fait, on se rend compte quand on monte qu'on est tous descendants des uns des autres. Tous descendants des mêmes arbres. Alors dans la Bible, on raconte la Genèse et Adam et Ève, etc., qui est un espèce de mythe pour rappeler aux hommes qui sont descendants en fait de la même histoire. Et que les conflits d'identité où on va cultiver sa propre histoire, parce qu'il y a eu des aristocrates, parce qu'il y a eu des gens qui ont bien réussi, etc. Et puis on va cacher ceux qui ont raté, on va cacher la misère, on va cacher ce dont on n'est pas fier. Ce n'est pas forcément un service à rendre aux enfants, parce que de leur donner juste un modèle de réussite, ça ne lui permet pas forcément de se situer par rapport aux échecs, par rapport aux trajectoires croisées, qui fait que dans toutes les familles, vous avez des couples avec des gens qui sont en ascension sociale, d'autres des gens qui sont en descension sociale,
des gens qui sont des aristocrates et qui ont réussi et qu'on peut voir dans les livres d'histoire, et puis des gens qui ont été ouvriers, qui ont été paysans, qui ont été domestiques, etc. C'est ça l'histoire des hommes. Et c'est ça notre histoire à chacun, tous. Et c'est pas parce qu'on met dans le récit ce que j'appelle le roman familial, c'est-à-dire ce fantasme qu'on serait issu d'ancêtres prestigieux qui vous donneraient à vous votre fierté, que vous seriez quelqu'un de bien parce que vous descendez de gens bien. On descend tous de gens qui sont bien et d'autres. On descend tous de gens de... L'histoire des hommes, c'est une histoire permanente, de rapport de force, de domination, d'emprise sur l'autre. Bon. Et chaque génération essaye de faire quelque chose qui lui permet de vivre le mieux possible avec ça. Et donc les enseignements de l'histoire sont très utiles pour chaque génération pour mieux se situer par rapport aux conflits du présent et mieux pouvoir imaginer de construire une histoire qui ne soit pas simple reproduction du passé. D'où cette phrase de Sartre que je citais au début de notre entretien, c'est-à-dire l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, c'est-à-dire cette histoire, etc. C'est important de la comprendre, c'est important de comprendre les conflits et les contradictions que nos générations précédentes ont vécues, mais l'important n'est pas ce que ça fait, ça, de l'homme, l'important c'est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. C'est-à-dire ce que moi, comme personne, comme humain, comme sujet, comment je vais construire, quelle histoire j'ai envie de construire pour moi, pour mes enfants, pour la société dans laquelle je suis. Et c'est ça qui, pour moi, m'anime aujourd'hui, quand on voit toutes ces fractures, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour construire une histoire dans laquelle, par exemple, ce que nous ont transmis, moi, mes parents et tout, par rapport à la guerre avec les Allemands, le nazisme et tout ça, plus jamais ça. J'ai fait beaucoup de groupes en Russie avant de ne pas pouvoir y aller depuis la guerre d'Ukraine, je dis bien la guerre d'Ukraine, et c'était formidable de faire des histoires de vie avec ces gens, depuis la perestroïka et tout ça, qui voulaient justement ne pas être condamnés à reproduire cette histoire du tsarisme, du communisme, du goulag, cette répression, cette façon de vouloir dominer le monde au prix du malheur de toute la population. Et donc, plus jamais ça. Et il me disait, plus jamais Staline, plus jamais la répression du KGB, plus jamais le goulag, plus jamais cette impossibilité de parler avec ses voisins parce qu'on craignait la délation. J'imagine qu'en Roumanie, par rapport à Ceausescu, etc., on a eu les mêmes faits. Nous, on les a connus pendant la collaboration et pendant la résistance, au moment de l'occupation allemande, etc. Et on voit aujourd'hui combien c'est important par rapport à ce qui se passe en Russie, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe autour de la guerre d'Ukraine, qui est ce projet de construire une société commune avec l'Union européenne, etc., et d'accepter le plus, de s'ouvrir, ce qui a été la grande aventure, moi, de ma génération, c'est-à-dire de dire pas la guerre. On va construire une union de telle façon qu'il va nous protéger de la guerre. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus précieux dans ce que j'appelle une sociologie clinique. Une société, ça ne se soigne pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sociologie clinique? C'est l'idée qu'en analysant ces conflits, ces contradictions, l'histoire qui nous a séparés ou qui nous rassemble, on est mieux à même de construire un monde commun. Et la politique, ça devrait être ça. La politique, c'est ce que dit Hannah Arendt, Albert Camus, les grands philosophes. La politique, c'est construire un monde commun. Et pour ça que je suis très heureux de notre entretien, parce que je suis heureux, fier, et en même temps, comment dire, plein d'humilité par rapport à votre demande. C'est-à-dire de dire si ces livres-là peuvent, au-delà des frontières et au-delà des langues, nous aider à construire un monde commun ensemble, à le co-construire ensemble. C'est-à-dire non pas dans la domination de l'un sur l'autre qui va dire le bon modèle c'est ça, la bonne recette c'est ça, mais dire qu'est-ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Et donc ça c'est à construire et ça donne pour moi du sens profond à la politique. La police, la cité,
c'est-à-dire construire un monde commun, faire société ensemble, une société qui soit apaisée et qui ne soit pas dominée par des volontés d'emprise et de domination. Când am citit în cartea dumneavoastră că există un mister în jurul fenomenelor de repetiție, de ce descendenții care au trecut prin dificultăți familiale și de care caută să scape cu orice preț, par câteodată condamnați să le reproducă, în coroborare cu ceea ce mi-ați spus acum, mi-a ridicat un subiect destul de actual, și anume fenomenul uriaș de fake news. Și când vorbim de secret familial, m-am gândit că în perioada comuniștilor, din 47, să spunem, până în 89, adică aproape jumătate de deceniu, comuniștii au uzat de această unealtă toxică, un soi de fake news. Și când vorbim despre filmele istorice produse în timpul regimului comunist, vedem că aceștia încercau să scoată în evidență doar elementele pozitive, că Decebal a fost cel mai bun, că Ștefan cel Mare a fost cel mai puternic, că Mihai Viteazul a fost cel mai viteaz, etc. Și mi-am dat seama că parcă repetăm ceea ce s-a întâmplat în timpul comuniștilor. De pildă, atunci când citeam o știre în timpul comuniștilor, nu exista nicio garanție că este reală. Acum, cel puțin în România, există un amplu nucleu de știri false, jumătăți de adevăr. Care este impactul fake news-ului la nivel de societate? Vous mettez le doigt là sur vraiment un point capital, sur cette tentation que les dominants ont toujours et les gens du pouvoir de réécrire l'histoire pour légitimer et justifier leur pouvoir, leur domination et la reproduction de leur pouvoir. Tout, dans toutes les sociétés, on a vu ce mécanisme-là. Évidemment, aujourd'hui, il a pris beaucoup plus d'ampleur et on a eu l'expérience comment des régimes comme le régime soviétique, le régime des nazis, etc., ont été jusqu'au bout dans le mensonge, dans la reconstruction permanente de l'histoire, et une histoire qu'il fallait construire pour justifier la supériorité de la race aryenne ou pour justifier le fait que le communisme allait construire enfin une société sans classe et permettre de réaliser le grand rêve de l'égalité, le grand rêve de la solidarité de classe, etc. Et donc construire un modèle de société qui soit idéal. Et en fait, quand on a vécu ça, on voit bien les dégâts que représente ce que un de mes collègues appelle un imaginaire Laurent par rapport à un imaginaire moteur. Un imaginaire Laurent, c'est un imaginaire collectif, c'est-à-dire une représentation collective de la société qui vous met dans un leurre, c'est-à-dire dans une tricherie, c'est ça les fake news, c'est-à-dire dans une représentation de la réalité qui est fausse et qui construit au nom d'un idéal qui est toujours à venir mais qui ne se réalisera jamais. Et ça cache une réalité qui est une réalité de violence, une réalité de terreur, une réalité où on installe la peur comme système de domination pour que les gens se taisent, pour supprimer toute critique, toute pensée alternative, et d'essayer de leurrer les individus en leur présentant un idéal, mais qui est tellement en écart avec la réalité de ce qu'ils vivent que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Toutes les dictatures mènent à la catastrophe. Cet idéal communiste, etc., d'une société sans classe, n'a pas produit une société sans classe, a produit des nouvelles formes de pouvoir, et elle a produit le goulag, les procès de Moscou, elle a produit les dictatures qu'on a pu voir à Roumanie ou ailleurs, avec cette difficulté d'ailleurs ce qui est très intéressant comme contradiction, c'est que ces pays étaient tellement obsédés par le contrôle que tout a été enregistré. On a vu autour de la Stasi en Allemagne de l'Est, mais en Roumanie, je crois que c'est la même chose. C'est-à-dire, on la connaît l'histoire. Elle est là, elle est même. Les services secrets étaient tellement obsessionnels qu'ils ont tout gardé. Et donc,
comment dire, mais c'était dans les caves, c'était enfoui, c'était dans le secret. Il fallait pas en parler, sinon on risquait sa vie. Mais ce qui est très intéressant dans cette image-là, de cet imaginaire Laurent d'un idéal, c'est que dans la réalité, on voit bien que dans les soubassements, ce qui veut rester secret, ça va réémerger. Ce que les psychanalystes appellent le retour du refoulé. C'est-à-dire on a mis en place des tas de mécanismes pour essayer de réprimer ça, et en fait ça ressort. Ça ressort dans les mémoires des familles. Parce que effectivement, c'est ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, etc. Et dans les familles, il y a la transmission de ça. Donc on sait bien que ce qui a été raconté, cet imaginaire, c'est effectivement un imaginaire Laurent. Donc la question, c'est comment on fait pour transformer un imaginaire Laurent, avec toutes les fake news, les positions complotistes qui les accompagnent, etc., qui ne sont pas faits pour comprendre, mais qui sont faits pour légitimer une certaine position de pouvoir, une certaine position de domination. Et donc, qui sont par rapport à moi qui suis un chercheur, pour moi, mon idéal, parce que je ne nie pas d'avoir un idéal, c'est un idéal de vérité, c'est un idéal de compréhension, c'est un idéal de voir les choses comme elles sont, c'est un idéal que les historiens nous donnent les outils qu'il faut pour comprendre notre histoire. Notre histoire, l'histoire de la Roumanie, l'histoire de France, l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Allemagne, etc., qui est notre histoire commune. Et pas pour légitimer la puissance, pour légitimer une position de supériorité et de domination, mais pour dire voilà ce qui s'est passé. Nous, on l'a vécu en France, et c'est encore un débat sur la colonisation. Ce que les Français ont fait en Algérie, en Afrique, etc., il y a des choses qu'on a voulu occulter pendant des années et qui vont à l'inverse de la position de supériorité dont vous parliez tout à l'heure. Donc on n'a pas à être fier de ça. Et donc il faut sortir soit de la fierté, soit de la honte. Et sortir soit de la fierté, soit de la honte, c'est d'essayer de développer un imaginaire moteur, c'est-à-dire un imaginaire qui rassemble, un imaginaire qui n'essaye pas de légitimer une position de pouvoir, mais qui essaye de mieux comprendre les contradictions du passé, les conflits qu'on a vécus, pour faire société. C'est-à-dire construire une société où il fait bon vivre. Et pour moi, une société où il fait bon vivre, c'est pour ça que je crois Churchill disait la démocratie, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. J'adore cette expression parce que oui, c'est pas l'idéal. C'est de la controverse, c'est du conflit, etc. Mais au moins, c'est du conflit oral. On se bat avec des mots et pas avec des mitraillettes ou avec la torture et la répression ou la condamnation de ceux qui ne pensent pas comme nous. Pour moi, c'est les droits de l'homme et du citoyen, les droits de l'homme et de la femme et du citoyen, c'est-à-dire cette capacité de construire une société, si vous voulez, vous avez 3 catégories pour penser nos vies. Vous avez le réel, c'est-à-dire l'expérience de ce qu'on vit dans la réalité chacun. Vous avez l'imaginaire, qui est justement ces fantasmes, ces idéaux qu'on a, ces mythes qu'on installe, ces légendes par rapport à l'histoire, qu'on raconte, qu'on embellit ou au contraire qu'on noircit, etc. Et entre les deux, vous avez ce que les psychologues et les sociologues appellent le symbolique. Le symbolique, c'est les mots, c'est le langage, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire la capacité à construire un intermédiaire entre le réel vécu et l'imaginaire fantasmatique pour dire voilà ce qu'on peut faire, qui désigne la réalité pour permettre d'avoir prise sur cette réalité. Le langage, les mots, mais aussi l'activité artistique, l'activité scientifique, mais aussi d'une certaine façon les religions, par exemple, qui essayent de donner du sens, pas celles qui essayent de dominer l'autre ou de considérer que ceux qui ne croient pas sont des mécréants, mais celles qui relient au sens premier du terme, de construire des imaginaires communs qui se présentent pas comme des idéaux, des absolus ou des dictats, des dogmes qu'il faut respecter et imposer aux autres, des croyances qu'on va imposer à la société, mais qui se présentent comme des espaces où on peut réfléchir ensemble, penser ensemble, agir ensemble, justement, par exemple,
et c'est très important au moment des réseaux sociaux, les nouvelles croyances, elles sont sur les réseaux sociaux. C'est TikTok, Facebook, etc., qui vous disent ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire tous les jours, etc. Et on voit bien combien ces facteurs de manichéisme, de violence, d'exclusion de l'autre qui ne croit pas, et ces dénonciations permanentes, hein, au lieu de se référer au droit et à la justice, on se réfère à des nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux comme ça. Et c'est ça notre responsabilité collective aujourd'hui, c'est de construire un monde dans lequel cet instant symbolique, le droit, la démocratie, la science, le fait les livres, c'est-à-dire cette façon, hein, d'essayer de cultiver l'intelligence personnelle, collective, pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Et comme le dit une citation de Camus que j'aime bien, que ce dont devraient se préoccuper les hommes, hein, c'est de retisser du lien, c'est d'essayer de réparer les traumatismes, de réparer les fractures de la société. Et il termine en disant, évidemment, c'est une proposition surhumaine, mais en fait, n'est surhumain que ce qui prend un peu de temps pour se réaliser. C'est-à-dire, cette idée, hein, du tragique de l'existence, qu'on n'est pas tout puissant pour réparer tout ça, mais que ce qui donne vraiment du sens à la vie, c'est de se consacrer à essayer de construire une société. Hein. Alors moi, j'aime bien la devise française, évidemment, mais ce n'est pas parce que je suis français, mais égalité, liberté et fraternité, c'est-à-dire où il y a de la solidarité, où il y a du respect mutuel, et on essaye de construire cet être ensemble dont on a besoin de façon apaisée. Aveți un capitol în cartea Istoria ca moștenire care se numește Invidia și ura de clasă. Și mi-a adus aminte de perioada regimului comunist de la noi, când s-a amputat orice acțiune antreprenorială în România. Pur și simplu, dacă erai antreprenor, erai considerat un dușman al poporului. Scurt și la obiect. După jumătate de secol de interdicție de a practica antreprenoriatul, am ajuns în 1989-1990, când s-a liberalizat. În 1990, pur și simplu, românii aveau din nou dreptul de a face afaceri. Au trecut de atunci 35 de ani, dar încă a rămas această invidie, cum ați numit-o dumneavoastră, sau poate că sunt eu subiectiv, pentru că antreprenorii simt că nu sunt suficient de respectați având în vedere rolul lor în societate. Antreprenorii contribuie substanțial la veniturile de stat, însă chiar și așa există oameni care îi detestă pe antreprenori fără ca antreprenorii să fie vinovați. Cum vedeți asta? Și dacă putem să facem și o trimitere la acest capitol din cartea dumneavoastră, invidia și ura de clasă. Ura față de statut, poate. Ura față de bani. C'est un des sentiments les plus difficiles à comprendre. C'est comment les hommes sont en permanence traversés de contradictions entre honte et fierté, entre envie et gratitude, entre amour et haine. Et donc, on ne peut pas construire une société idéale qui permette de supprimer tous ces sentiments et de faire qu'ils ne soient pas actifs. Alors, on pourrait s'interroger sur la nature humaine. Pourquoi cette espèce-là, du vivant, parce qu'on n'est qu'une espèce au milieu de milliers et milliers d'autres espèces qui, semble-t-il, n'ont pas les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et de la même façon, hein, cette espèce de désir de toute puissance pour dominer l'homme dont on parlait tout à l'heure. Et là, la question de l'envie est une question centrale. D'une certaine façon, on pouvait penser que le marxisme et le communisme, c'était un idéal de société, de construire une société sans classe, c'est-à-dire une société qui puisse éradiquer les rapports de domination et qui puisse éradiquer l'envie. Alors, c'est intéressant de comparer le capitalisme, on va dire américain par exemple, enfin, cette idée que
et le communisme comme régime politique, c'est un peu sommaire ce que je vais dire, mais l'idée du communisme, qui était une idée intéressante, hein, c'est de dire on va construire une société égalitaire, hein, objectivement égalitaire, où l'État va s'occuper de régler l'ensemble de l'économie, etc., pour pouvoir être juste, produire l'égalité, supprimer les rapports de domination et entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Et donc un égalitarisme, hein, qui est une espèce de justice sociale fondée sur la justice économique, à chacun selon ses besoins. Et l'opposition, le capitalisme, qui était sur une idée complètement différente que, d'ailleurs, les Américains, en anglais, on n'utilise pas le terme envie. Envie, ça veut dire émulation, c'est-à-dire le mérite individuel et que le meilleur gagne, hein, et donc de faire confiance à l'individu, ce qu'on a appelé l'idéologie libérale, le libéralisme, c'est de dire ben, celui qui est le plus méritant, il mérite d'avoir des rétributions et c'est normal qu'il soit plus riche que les autres, etc. Alors, le XXe siècle a été la lutte entre ces deux modèles. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui, justement. Et notre chance, d'une certaine façon, c'est d'échapper à l'un comme à l'autre, je dirais. Pendant un moment, après 89, hein, les gens de l'Occident ont eu ce fantasme d'y dire bah, c'est le modèle capitaliste qui a gagné. Et d'ailleurs, c'est la fin de l'histoire parce que tous les pays communistes ont bien compris que le communisme, ça ne marchait pas. Et donc, ils vont basculer du côté du capitalisme et du libéralisme. Alors, j'ai beaucoup, comment dire, je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, c'est que ce deuxième modèle du capitalisme libéral, bah, il n'a pas empêché les dictatures aussi en Amérique du Sud, par exemple, que les États-Unis ont été aussi en position impérialiste et dominante, etc. Et qu'avec Trump, on voit bien que ça prend, que lui et avec Elon Musk, que cette espèce de folie de toute puissance et de dire que le meilleur gagne et les autres, ils n'ont rien, donc c'est la, hein, ce que disent, c'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est-à-dire quand ils parlent de liberté, ben, oui, c'est la liberté du plus fort et que les plus faibles, ben, ils peuvent être mangés. C'est pas grave puisqu'ils sont faibles. Et s'ils sont faibles, c'est qu'ils ne sont pas méritants. Et s'ils ne sont pas méritants, pourquoi ils auraient le pouvoir, etc. Donc on voit bien on voit bien. Quand on analyse ça, on voit les impasses des deux modèles. On voit, vous connaissez mieux que moi, hein, les impasses auxquelles aboutit hein, ce système communiste, d'une société sans classe, et on voit bien les impasses. Hein, quand je dis impasse, c'est-à-dire on voit bien que ces impérialismes qui défendent un modèle idéal, que ce soit de l'un ou que ce soit de l'autre, hein, sont tous les deux aussi critiquables et produisent de l'inégalité et produisent des effets qui sont contradictoires avec l'idéal qui semble proposé dans leur modèle idéologique et politique. Alors, ce que vous avez, évidemment que le modèle soviétique s'attaquait aux entrepreneurs, c'est-à-dire au libéralisme, c'est-à-dire au marché derrière, hein, et à la concurrence, la compétition, tel que le capitalisme vend. Parce que c'était un modèle idéologique qui excluait, enfin qui combattait un autre modèle idéologique, hein, et donc la répression pour ceux qui étaient dans cet autre modèle idéologique, elle était frontale. De la même façon qu'à la même période, aux États-Unis, le communisme, hein, et même encore aujourd'hui, vous voyez comment Trump s'est fait élire en disant que les démocrates étaient des communistes, des socialistes, et c'est une injure, etc., simplement parce qu'il disait on peut peut-être mettre un peu plus d'égalité hein, dans les rapports sociaux par rapport à la loi du plus fort, etc. Donc on voit qu'on est complètement perturbé aujourd'hui par des batailles idéologiques qui deviennent de plus en plus stupides, à côté de la plaque, et qui ne nous permettent pas de penser le monde tel qu'il est vraiment. Alors, je reviens à la question de l'envie. Dans le communisme, hein, éradiquer l'envie, c'était un modèle d'idéal totalement égalitaire dans lequel il n'y a plus de privilèges. Donc personne ne doit faire envie à l'autre.
Les anthropologues ont montré que la lutte contre l'envie était au fondement du lien social. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire envie. C'est-à-dire ils montrent par exemple, hein, dans des tribus, j'ai souvent été au Mexique, il y a un interdit quand il y a une naissance, hein, que les mères et les grands-mères disent « Regardez cet enfant, c'est le plus beau, c'est le plus mignon, il est absolument adorable, etc. » Et il y a une espèce d'interdit de dire ça parce que c'est le mauvais œil ça va attirer le mauvais œil, l'okion. Non, non, oh qu'est-ce qu'il est moche, ah, il n'est pas beau, etc. Donc elles font semblant, hein, de dévaloriser ce qui est pour eux l'objet le plus précieux, qui est un enfant qui vient de naître, etc. Hein, pour justement ne pas susciter l'envie. C'est-à-dire votre question, elle est très intéressante, parce qu'évidemment, à la fois dans cette émulation, hein, de l'avancement au mérite, de l'excellence, de la performance, et de dire c'est normal que les plus méritants qui sont des entrepreneurs s'enrichissent parce qu'en plus ils font travailler les autres, mais en plus ils dynamisent l'économie, etc. Évidemment, c'est un modèle qui est imparable quelque part. Sauf que, effectivement, dans cette toute-puissance, et on le voit bien avec l'image de Trump, c'est insupportable. Trump est insupportable. Non seulement parce qu'il met au pouvoir les milliardaires sous ce leurre que s'ils sont milliardaires, c'est qu'ils sont méritants, donc c'est normal qu'ils aient le pouvoir. Quand vous connaissez l'histoire de Trump, et il y a un très très beau livre qui a été fait par sa nièce, qui connaît bien la famille. Trump, c'est pas un méritant, c'est un menteur, c'est un jouisseur, c'est un abuseur. C'est vraiment un type qui, sur le plan des valeurs humaines, n'est rien de méritant. Mais il représente la toute-puissance. Et voyez comment la religion, d'ailleurs, des évangélistes, en fait un élu de Dieu, parce qu'il aurait réussi, et parce qu'il aurait échappé à un attentat, et donc c'est normal qu'il ait le pouvoir. Vous voyez ces ambiguïtés, on revient aux fake news, c'est-à-dire, ça c'est un imaginaire Laurent. Oricum ar fi, a fost ales démocratique. Absolument, absolument. On voit bien, Hitler aussi a été élu. Poutine aussi a été élu. Păi și cum respectăm jocul democratic? Dacă cineva este ales și e rău, cum procedăm? Mais je vous disais tout à l'heure, c'est le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres. Ça veut dire que la démocratie, pour exister, doit être entretenue par des processus démocratiques. Et c'est là où votre question sur les fake news, sur le rôle des médias, sur le rôle de l'argent dans les démocraties, etc., est terrible aujourd'hui parce qu'effectivement, il transforme des controverses politiques légitimes en raz-de-marée. Hein, on voit bien avec les fake news, les influenceurs, en Roumanie, hein, le débat que vous avez pour savoir si le rôle des cyberattaques aujourd'hui, hein, dans le processus démocratique, etc., tout ça nous pose des vraies questions. Hein, donc ce n'est pas un modèle idéal, ce n'est pas un modèle parfait, et donc c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire comment on essaye de construire... Dumneavoastră, cum vedeți de la Paris ceea ce s-a întâmplat în România? Ce credeți că s-a întâmplat acolo? Je ne crois pas, je veux dire, je ne suis pas roumain, je ne suis pas là-bas, etc. Hein, donc je vois bien... Ca european. Je vois bien l'ensemble, bon, et je vois bien toutes les contradictions et les difficultés dans lesquelles nous sommes, nous, Européens, dans le rapport à la Russie, dans le rapport aux États-Unis, dans le rapport à notre histoire, à ce qui s'est passé, etc. Et je vois bien que cet idéal de pas que la guerre ne revienne pas en Europe, cet idéal, effectivement, nous, Européens, on n'a pas réussi à ce que ça se passe. Par contre, je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui peut permettre que cette guerre-là n'envahisse pas l'ensemble du continent et qu'elle se fasse pas au lieu de se faire avec les armes et une domination, hein, de type militaire, qu'elle se fasse avec le combat politique, le combat, hein, des élections qui est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Mais des élections qui soient libres, qui soient des élections qui permettent à chaque citoyen de se faire une opinion, etc. C'est-à-dire, c'est ça qui m'intéresse. Mais là, on est parti de l'envie
hein, de votre question sur les entrepreneurs et autres, et comment ils étaient perçus sous le régime communiste et comment ils sont perçus maintenant, c'est simplement pour dire combien qu'à chaque étape, à chaque génération, on est confronté à une nouvelle contradiction. Par exemple, effectivement, la liberté d'entreprendre, pour moi, est une liberté qui doit être garantie par le droit, comme la liberté démocratique. Et par contre, que la liberté d'entreprendre, qu'elle est conçue aujourd'hui par les GAFAM, c'est-à-dire ces multinationales déterritorialisées où il n'y a plus aucune régulation, aucun contrôle sur leur toute-puissance, etc., et qui, par le biais des réseaux sociaux, peuvent devenir des influenceurs qui vont influencer la démocratie, c'est un vrai problème. Et c'est un problème, je n'ai pas la solution à ce problème-là. Je dis que ça fait partie de notre responsabilité d'essayer de réguler ça avec le droit, hein, pour permettre qu'effectivement, on ne confonde pas la liberté d'expression, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer, avec la liberté d'expression des plus riches et des puissants d'imposer leur point de vue à l'ensemble des peuples et de la planète. Par exemple, dans le rapport avec le réchauffement climatique, avec tous les enjeux écologistes. Parce que vous aurez remarqué que le développement du capitalisme, vous qui êtes économiste et entrepreneur, vous connaissez Schumpeter, hein, qui avait une hypothèse que si le capitalisme l'a emporté sur le communisme, c'est à cause du principe de la destruction créatrice. C'est-à-dire le capitalisme détruit en permanence ce qu'il produit, hein, pour produire autre chose qui amène plus de valeur que ce qui a été détruit. Ce principe, effectivement, c'est une bonne hypothèse pour expliquer la croissance, la dynamique des entreprises, du capitalisme, etc. Sauf qu'aujourd'hui, depuis quelques décennies, on se rend compte que ce principe de destruction créatrice s'est inversé, est devenu une création destructrice. C'est-à-dire que le capitalisme aujourd'hui est en train de détruire la planète, détruire le vivant, détruire la biodiversité, détruire la capacité de la planète de reproduire ses ressources naturelles dans les océans ou la biodiversité, etc. Vous voyez comment, c'est ça le travail qu'on a à faire, c'est de comprendre que les contradictions à un moment ne sont pas forcément les contradictions à un autre moment. Et donc votre question sur les entrepreneurs, par exemple, les entrepreneurs qui a été réprimé au moment où il y avait la dictature, etc., hein, parce qu'on était contre l'économie de marché, contre donc le développement, hein, de l'entreprise individuelle, etc. Bon, donc à ce moment-là, effectivement, hein, c'était important de pouvoir retrouver cette liberté d'entreprendre, hein, retrouver cette idée que quelque part, les gens qui sont méritants et qui sont des entrepreneurs, il faut leur donner les moyens de développer l'économie, etc. Et en même temps, ce qui se passe aujourd'hui avec les GAFAM, avec ces entreprises multinationales qui ne sont plus contrôlées par personne, etc., et c'est elles qui imposent leurs lois aux États, au peuple, par le biais des réseaux sociaux, etc. Donc, vous voyez, c'est simplement pour dire que on ne peut pas être manichéen une fois pour toutes. Hein. On est obligé d'intégrer, et c'est pour ça qu'on revient au livre, c'est-à-dire l'histoire en héritage, meilleure compréhension, de resituer chaque conflit, contradiction, opposition, manichéisme qui existe à un moment donné dans son contexte socio-historique. Hein, et que quelque chose qui peut être légitime comme position à un moment donné, parce que ça permet justement à l'histoire d'avancer, hein, peut à un autre moment être critiquable. D'où l'idée de démocratie, la première, hein, qui est d'accepter la critique, d'accepter que ça se traite dans des joutes verbales, des controverses, des élections politiques, etc., hein, et que ça permet de ce mouvement, cette dialectique-là, hein, et que ça ne l'enferme pas dans l'imposition d'un modèle unique et d'une concepție manichéenne du monde. Ça va? Perfect. Mai am o simplă întrebare, poate îmi dați un răspuns în 1-2 minute, pentru că deja am depășit termenul emisiunii. Încotro credeți că se duce Europa? Care e viitorul pe următorii 5 ani, în calitate de sociolog? Alors, ça, c'est une question qui... je veux dire, le sociologue, il essaye d'analyser la réalité telle qu'elle est.
il ne fait pas de prédiction et il n'est pas mieux placé qu'un autre pour dire ce qui doit se passer, etc. Parce qu'il est, comment dire, il essaye de comprendre la réalité au présent en fonction de la réalité historique. Mais j'ai dit tout à l'heure que comprendre la réalité, c'est aussi, effectivement, essayer de répondre à la question comment construire une société qui ne répète pas les conflits du passé. Et pour moi, l'enjeu important aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir inventer un modèle qui ne soit pas ce modèle régressif qu'on voit de Poutine qui veut reconstituer l'empire qui a été d'abord l'empire tsariste et après l'URSS. Et de l'autre côté, cette espèce de toute-puissance américaine qui pense que c'est l'économique et qu'il faut imposer, que c'est des rapports de force, c'est des deals, comme dit Trump, et qu'il faut imposer, qu'on va imposer sa volonté aux autres par le biais de l'argent, de la puissance que donne l'argent, au mépris du droit et au mépris d'une démocratie politique, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle, effectivement, le processus démocratique existe. Trump, par exemple, tous les Américains vous disent qu'on revient au macartisme, c'est-à-dire il est en train de supprimer toute opposition, il supprime les procureurs qu'on fait qui ont dit que l'assaut du capital c'était contre le droit. Il licencie l'ensemble des chercheurs parce qu'il dit que les chercheurs qui font des recherches sur le réchauffement climatique ou sur les épidémies, eh ben, ça détruit le moral de la population, donc il faut les éliminer, etc. Ça y est, vous voyez, pour moi, la construction de l'Europe, c'est le respect d'un certain nombre de valeurs qui sont la démocratie, le droit, la science, la connaissance scientifique contre les fake news, etc. C'est ça, ces valeurs-là. Et que pour moi, si j'écris des livres, et comme sociologue, effectivement, je défends ces valeurs-là, et je défends là où elles sont, et là où elles sont mises en danger. Et elles sont mises en danger pas seulement de l'extérieur de l'Europe, mais à l'intérieur de l'Europe aussi. On voit bien les luttes politiques qui existent, et que les valeurs de Orbán en Hongrie ne sont pas les valeurs de Tusk en Pologne, ou de Macron en France, etc. Toute cette mosaïque de pays ont des histoires très différentes qui les ont opposés, leur ont fait faire la guerre pendant des siècles et des siècles. Et que je reconnais à l'Union européenne le fait que depuis son existence, elle a plutôt calmé les choses pour essayer d'éviter la guerre et pour essayer de promouvoir le respect du droit, le respect de la démocratie, le respect de ces valeurs, de la déclaration universelle, des droits de l'homme et du citoyen, etc. Et donc, je préfère vivre ici que vivre en Russie aujourd'hui ou que vivre aux États-Unis aujourd'hui. Et, si je peux ajouter un mot, et j'espère qu'on pourra continuer à partager ces valeurs avec la Roumanie. Mulțumesc din suflet, profit și eu de prilej să vă invit în România să vizitați Suceava, Bucovina. Toată țara noastră este fabuloasă și vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Dragilor, ne vedem și la un următor interviu. Dacă v-au fost de folos aceste informații, nu rămâne decât să dați un share și un subscribe. Mulțumesc din suflet!